Les sirènes déchirent le silence glacé de la nuit. Un vent coupant siffle entre les immeubles, traînant avec lui des papiers froissés, des bruits de chaînes métalliques et des murmures de solitude. Dans une ruelle étroite d'un quartier oublié, là où les réverbères tremblent et les âmes se taisent, des pas pressés résonnent sur le bitume sale. Ils sont irréguliers, hésitants, comme ceux de quelqu'un qui lutte pour ne pas s'effondrer. Une silhouette chancelle. Pieds nus, vêtements trempés par la pluie, visage blême. Lina. À peine 19 ans, mais son corps porte déjà les marques de plusieurs vies. Elle avance en titubant, tenant son ventre gonflé, déformé par la vie qui l'abrite. Elle gémit, s'accroche à un mur décrépit, puis s'effondre à genoux, son souffle saccadé, le regard vide, perdu dans une nuit qui semble vouloir l'avaler. Ses doigts agrippent le béton froid, comme pour trouver un appui dans ce monde qui l'a constamment repoussé. Un liquide chaud et sombre coule entre ses jambes. La douleur est aiguë, déchirante, ancestrale. Mais il n'y a personne. Pas un passant. Pas une main tendue. Juste cette ruelle, cette ville, ce monde et elle. Seule. Brisée. Mais vivante. Les cris déchirent bientôt la nuit. Pas les siens. Ceux de 2 nourrissons. 2 vies arrachées au silence. 2 pleurs minuscules, mais immenses dans leur vérité. Lina vient de donner naissance. Là, sur le béton, dans le froid, entre les rats et les poubelles. Un garçon. Une fille. Nus, grelottants, baignés dans un mélange de sang, de pluie et de courage. Quelques minutes plus tard, ce sont les gyrophares qui éclairent la scène. Une ambulancière s'agenouille doucement près de Lina, qui ne parle pas. Elle fixe le vide, ses bras encore ouverts, comme si elle portait encore ses enfants alors qu'ils lui ont déjà été retirés pour être emmaillotés. Dans ses yeux, une lueur étrange. Ce n'est pas de la peur. C'est de la survie nue, l'instinct brut, le refus de mourir. Lina n'a que 19 ans. Elle est née dans l'ombre, dans ces interstices du système où les enfants ne sont pas tout à fait des enfants, juste des dossiers qu'on classe, des lits qu'on libère. Elle a grandi entre foyers, famille d'accueil et silence coupable. Des adultes qui la regardaient sans la voir, qui la nourrissaient sans l'écouter. Très tôt, elle a compris que l'amour était un mirage, un mot dangereux. Que se laisser aimer, c'était s'exposer à l'abandon. À 16 ans, elle rencontre Igor. Il surgit comme une promesse dans une ruelle de gare, un accent de l'Est, des yeux pâles et durs, mais une voix étonnamment douce. Il parle peu, mais ce qu'il dit réchauffe. Il lui offre une veste, un sandwich, puis une chambre. Elle pense avoir trouvé enfin un refuge. Mais ce refuge est une cage. Igor ne frappe pas. Il n'élève jamais la voix. Il donne des habits, des parfums, des mots gentils. Puis, un soir, une ligne blanche sur une table sale. Juste pour te détendre, princesse. Lina hésite. Puis elle cède. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et très vite, ce n'est plus un choix. C'est une chaîne. Une lente chute. Igor ne dit rien. Il regarde. Il contrôle. Il disparaît pendant des jours, puis revient avec des paquets, des promesses, des mensonges. En moins d'1 an, Lina n'est plus qu'un fantôme. Tremblante. Dépendante. Absente à elle-même. Une silhouette de plus dans les couloirs humides d'un squat. Puis un jour, elle sent quelque chose. Un frémissement. Une présence. Quelque chose qui vit en elle. Un retard. Des nausées. Elle est enceinte. Elle le dit à Igor. Il la fixe longtemps. Puis hausse les épaules. Je dois partir pour quelques affaires. Je reviens bientôt. Il ne revient jamais. Lina est seule. Même les autres filles du squat la rejettent. Une junkie enceinte, c'est un problème de plus. On l'évite. On la méprise. Alors elle erre. Dort là où elle peut. Mendie. Parle à personne. Son ventre grossit. Elle a faim. Elle a peur. Mais elle continue. Elle attend sans savoir quoi. Jusqu'à cette nuit de décembre. Jusqu'à ce que la douleur la plie en 2 et que 2 cris déchirent le monde. À l'hôpital public Saint-Michel, l'infirmière Amina ne s'attendait pas à voir ça. Une ambulance arrivait en urgence, une fille livide, en hypothermie, 2 nourrissons à peine viables. Amina a vu des choses. Beaucoup. Mais ce regard,
Ce regard que Lina lui lance malgré la fatigue, malgré la drogue encore dans ses veines, elle ne l'oubliera jamais. Un mélange de terreur, d'amour et de silence. Les enfants sont placés en couveuse. Un garçon, une fille. Faible. Prématuré. Mais vivant. Les médecins sont prudents. Ils parlent peu, font des tests. Et l'administration agit. Une mère sans domicile, toxicomane, en situation de grande précarité? Les services sociaux sont prévenus. Une procédure de protection est enclenchée. Mais Amina hésite. Ce n'est pas qu'une affaire de procédure. Elle le sent. Cette fille-là, elle ne veut pas abandonner ses enfants. Elle les regarde comme si c'étaient les seuls êtres qui lui donnaient encore une raison d'exister. Elle ne sait pas comment faire. Mais elle veut apprendre. Elle n'a rien, mais elle veut se battre. Et Amina, ce jour-là, prend une décision qu'elle n'a jamais prise en 20 ans de carrière. Elle croit en elle. Quelques semaines après l'accouchement, une matinée glaciale, un homme surgit à l'hôpital. Il est grand, presque imposant, avec des traits durs et un regard perçant, mais c'est un regard froid, sans vie. Il se tient là, dans le hall de l'hôpital, devant les portes automatiques, comme s'il savait exactement où il allait. Un homme qui semble étranger, mais pas totalement inconnu. Son accent est marqué, son français cassé. Il se présente sous le nom d'Igor Pavlenko. Ses papiers sont en règle, dit-il, un passeport ukrainien, des documents légaux qui semblent tout droit sortis d'un dossier parfaitement préparé. Mais quelque chose cloche. Amina le regarde, son instinct lui criant que cet homme cache quelque chose. Il demande à voir Lina, la mère des jumeaux. Il parle calmement, avec cette assurance glaciale de ceux qui ont l'habitude de manipuler les systèmes. Il parle de ses enfants, de son désir de les récupérer, de son droit de père. Il mentionne même une avocate, qui arrive quelques minutes plus tard, prête à appuyer les prétentions de cet homme. L'assistante sociale, présente également dans le bureau, est plus que sceptique. Ses yeux glissent furtivement vers Amina, un échange silencieux, une compréhension mutuelle. Ce n'est pas normal. Ce calme absolu, ce contrôle parfait. Il y a quelque chose de suspect. Amina frunce les sourcils. Elle sent que ce n'est pas simplement une question de droit de garde. Il y a une manipulation en jeu. Quelque chose de plus sombre. Et Lina, cachée derrière les rideaux de son lit d'hôpital, se crispe au nom d'Igor. Elle le regarde entrer, et pourtant, elle ne le reconnaît pas immédiatement. Ce n'est plus l'homme qu'elle a connu, ou que l'on croit qu'elle a connu. Ce n'est plus l'homme qui, jadis, lui avait promis une échappatoire à ses souffrances. Ce n'est plus celui qui l'a enchaîné à la drogue et à des mensonges. Lina tremble, mais pas seulement de peur. Elle frissonne comme si une partie d'elle-même, une part profonde de son âme, avait été trahie. Elle tente de se souvenir, mais les images sont floues. Les morceaux du puzzle sont éparpillés, cachés dans les brumes de la dépendance. Et puis, doucement, entre deux tremblements, elle murmure une vérité insoutenable. Une confession qu'elle a gardée pour elle, enfouie dans un coin sombre de sa mémoire. Je ne me souviens pas. Il m'a droguée. J'ai pas dit oui. Je crois pas. Ces mots, ces soupçons, jettent une ombre sur l'affaire. Amina prend note mentalement, son regard devenu plus ferme. Ce n'est pas juste une histoire de droits parentaux. Ce n'est pas simplement une bataille de garde d'enfants. Igor ne représente pas seulement un homme revendiquant son droit de père. Non, il y a plus. Bien plus. Et Amina, ainsi que l'assistante sociale, savent que ce qui se cache derrière tout cela n'est ni pur, ni innocent. L'enquête débute rapidement, sous l'impulsion des autorités, et Igor ne tarde pas à se dévoiler sous un jour bien plus sombre. Il affirme qu'il est un simple travailleur indépendant, qu'il a une vie stable, qu'il est un homme de famille. Mais les enquêtes de la police révèlent un tout autre tableau. Il vit dans des appartements successifs, toujours à l'ombre des autorités, un spectre mobile, insaisissable. Il n'a pas de travail déclaré. Les documents qu'il a présentés sont en réalité flous, bien que d'apparence légaux. Son passé reste évasif, avec des trous béants, des zones d'ombre. Pendant ce temps, Lina, toujours en réhabilitation, se trouve coincée dans un tourbillon de doutes et de peur. Elle a des tremblements, son corps est encore en train de se débarrasser de la dépendance. Elle n'est plus la même. Le simple fait de se retrouver face à Igor, celui qui l'a enchaînée, la détruit encore plus. Mais elle résiste.
Elle veut se battre. Pour ses enfants. Pour elle-même. Les juges hésitent. Lina n'a pas assez de preuves pour accuser Igor de ce qu'il lui a fait. Igor nie tout, avec la froideur d'un homme qui a toujours su jouer sur les failles du système. Délire de toxicomane, dit-il, avec cette arrogance qu'il maîtrise si bien. Il présente une version cohérente de l'histoire. Lina, une jeune femme fragile, perdue dans sa dépendance, tente de se raccrocher à une illusion. C'est là que l'affaire prend un tour plus cruel. Les services sociaux, eux aussi, doutent. Mais Lina ne se laisse pas abattre. Elle se relève, une fois encore. Elle écrit, elle pleure, elle témoigne. Parfois, elle se sent tellement faible, comme une tige cassée, mais elle tient. Elle est déterminée à montrer au monde qu'elle n'est pas une erreur. Pas un déchet humain. Elle est plus que cela. Elle a la force d'une mère, même si le monde doute d'elle. Amina, quant à elle, croit en elle. Chaque jour, elle la soutient. L'infirmière devient bien plus qu'une simple professionnelle de la santé. Elle devient un pilier dans ce combat. Elle parle avec Maître Jourdain, une avocate bénévole qui, dès leur première rencontre, voit quelque chose de pur dans les yeux de Lina. Elle sent cette lumière fragile, mais indomptable. Un jour, le tournant arrive. L'un des anciens compagnons d'Igor, arrêté pour trafic d'êtres humains, témoigne. Il parle d'un réseau international, d'un système de manipulation et d'exploitation de femmes vulnérables. Il décrit un schéma bien rodé, droguer des jeunes femmes fragiles, les rendre dépendantes, puis les exploiter, notamment par la menace de retirer les enfants. Igor, affirme-t-il, faisait partie de ce réseau. Et Lina n'était pas la seule. L'affaire prend une ampleur démesurée. La police ouvre enfin une enquête pénale. Des filatures, des témoignages, des documents. L'étau se resserre. Igor, paniqué, tente de fuir le pays. Mais il est intercepté à la frontière, alors qu'il cherche à se cacher derrière des passeports falsifiés. Cette fois, les preuves sont accablantes. Igor niencore. Il maintient son innocence, sa version des faits. Mais cette fois, la vérité ne peut plus être étouffée. La loi, malgré ses lenteurs, finit par rattraper ceux qui croient pouvoir l'ignorer. Lina, à travers tout cela, se tient encore debout. Les jumeaux, eux, grandissent, protégés, entourés d'amour. Ce n'est pas la fin du combat, mais un tournant décisif. Lina n'est plus simplement une victime. Elle est une survivante. Et même si l'injustice ne peut jamais être totalement effacée, elle a retrouvé une part d'elle-même, un brin de dignité. 2 ans plus tard. Le vent est doux ce matin-là. Le soleil perce à travers les feuillages dorés d'un vieux chêne. Lina marche lentement dans un parc modeste mais vivant, bordé de bancs en bois usé, de poussettes, de cris d'enfants, de promeneurs fatigués par la semaine. Elle avance à petits pas, les épaules droites, la tête haute. Dans chaque main, elle tient celle d'un enfant. Son fils, rieur et plein d'énergie, bondit presque à chacun de ses pas. Sa fille, plus calme, lève le menton pour suivre du regard le vol lent d'un pigeon au-dessus des arbres. Lina sourit. C'est un sourire discret, intérieur, le genre de sourire qu'on ne montre qu'au ciel clair, aux âmes réconciliées. Elle vit toujours dans un centre pour mères en reconstruction. Ce n'est pas encore chez elle, mais c'est un lieu de transition, un endroit propre, sécurisé, bienveillant. Il y a là des femmes cabossées par la vie, comme elle, mais aussi de l'espoir suspendu dans les couloirs. Des affiches colorées dans les chambres, des repas préparés ensemble, des confidences chuchotées après les douches du soir. Elle a sa propre chambre, petite mais rangée. Un lit superposé pour les enfants, un bureau où elle écrit parfois, et sur le mur, une photo de 3, prise lors d'un pique-nique organisé par le centre. Elle l'a accrochée avec soin. C'est sa fierté silencieuse. Elle a terminé sa désintoxication. Le chemin a été long, terriblement long, jonché de nuits d'insomnie, de sueurs froides, de souvenirs tranchants comme des éclats de verre. Mais elle a tenu bon. Et aujourd'hui, elle suit une formation pour devenir auxiliaire de vie. Elle apprend à aider les autres, les personnes âgées, les malades, ceux que la société oublie. Peut-être parce qu'elle sait, elle, ce que cela fait d'être invisible. D'être abîmée, mais encore là. Elle veut tendre la main à ceux qu'on regarde à peine. Elle le fait avec respect. Avec humanité. Lina ne se dit pas encore guérie. Elle n'emploie pas de mots définitifs, pas de grandes déclarations. Elle sait que la guérison n'est pas une ligne d'arrivée,
mais un chemin. Un engagement quotidien. Il y a encore des jours où elle doute, où la fatigue revient comme une vieille ennemie, où les souvenirs frappent fort. Mais chaque matin, elle ouvre les yeux sur 2 petites vies qui dépendent d'elle. 2 battements de cœur nés de la violence, mais porteurs d'un amour infini. Et c'est là, dans leur regard mêlé d'innocence et de confiance, qu'elle trouve la force de continuer. Elle se souvient parfois de cette nuit. De la peur, du vide, de l'odeur des draps, du froid intérieur. Elle se souvient de l'hôpital, de la honte, de la douleur, de la colère, de la justice trop lente. Mais surtout, elle se souvient qu'elle a survécu. Que la naissance de ses enfants, au cœur du chaos, n'a pas marqué une fin, mais un commencement. Quant à Igor, on ne saura jamais exactement ce qu'il préparait. Des rumeurs ont circulé. Certains ont parlé d'un projet de trafic d'enfants vers l'étranger. D'autres pensent qu'il voulait juste garder les jumeaux pour mieux garder la mainmise sur Lina. Peut-être une façon de l'empêcher de parler, de respirer, de s'échapper. Mais cela n'a plus d'importance. Il est derrière les barreaux. Jugé. Condamné. Il fait désormais face à ce qu'il a semé. Et Lina est libre. Pas seulement parce qu'elle ne regarde plus derrière son épaule. Libre, parce qu'elle a repris possession de son corps, de ses pensées, de ses choix. Libre, parce qu'elle a retrouvé une voix, une place, une dignité. Elle s'arrête un instant sur un banc. Son fils grimpe sur ses genoux, riant, lui racontant une blague sans queue ni tête. Sa fille, sérieuse, lui tend un caillou brillant ramassé près d'un buisson. Lina les regarde longuement. Dans leurs yeux, elle voit une promesse. Non pas une revanche, mais une renaissance. Elle voit une vie sans chaîne. Une vie sans peur. Et elle sait, au plus profond d'elle-même, que ce n'est que le début. Le début d'une histoire qu'elle écrira elle-même.